Elles font, les petites marionnettes. Elles font, trois petits tours et puis s'en vont. Donc là, on arrive tranquillement sur ce deuxième trimestre. J'ai l'impression quand même que la femme, elle se sent quand même mieux. Elle est quand même libérée de toutes ces nausées, cette fatigue. Et j'ai comme la sensation qu'elle est plutôt dans quelque chose de l'ordre du plaisir. Comment tu l'aperçois, toi, cette femme et cet homme, d'ailleurs, dans ce trimestre-là? Oui, en effet, ce trimestre va être beaucoup plus tranquille. Et je dirais le maître mot de ce trimestre-là, c'est l'ici et maintenant, le présent. Autant le premier trimestre était tourné vers le passé, ce deuxième trimestre, c'est vraiment le présent. Et ce sera d'autant plus le présent que le premier trimestre a été utilisé, je veux dire, sciemment et consciemment pour se mettre en paix avec les questions, les inquiétudes, etc., comme on l'a vu. Et à ce moment-là, on rentre en effet dans une période où il n'y a pas encore de contraction douloureuse, le ventre n'est pas trop gros, le déplacement n'est pas trop difficile parce que le poids n'est pas trop important, le bébé bouge mais c'est pas gênant, donc il y a un certain nombre de choses. C'est comme si cette période était un petit peu une période bénie, un peu entre deux, entre cette partie qui a été un peu difficile parfois du premier trimestre et puis la partie qui annonce l'accouchement et qui va poser un certain nombre d'autres questions. Donc on est dans une période vraiment où l'ici et maintenant et le plaisir est au rendez-vous, je dirais, peut être au rendez-vous. Et donc tout ce qui va être de bien vivre l'instant, tout ce qui va être de bien vivre le quotidien, donc c'est l'apprentissage de bien vivre le présent, bien vivre le quotidien. Et quand on sait qu'une vie humaine, elle est faite de petits instants qui s'ajoutent, de petits instants qui sont agréables ou désagréables, joyeux ou tristes, savoir construire ou savoir vivre, savoir se donner un instant présent joyeux, ça va être le tissu de la vie, le tissu de l'amour, pour en revenir à ce qu'on disait sur cette préparation, qui est comment est-ce qu'on peut mieux vivre, donc mieux aimer au sein du couple et avec l'enfant. Donc vraiment, ce deuxième trimestre, il faut le considérer comme quelque chose un peu entre parenthèses, entre ce passé et ce futur. On est finalement toujours un peu sur le même fil rouge de l'amour, hein, cet amour qu'on a vu au premier trimestre pour se libérer et faire un petit peu de ménage, un petit peu ou beaucoup quelquefois. Et là, ça va être un nouvel apprentissage de l'amour en prenant soin de soi. C'est quoi les grandes tendances finalement? Parce que l'ici maintenant, oui, mais comment? Alors prendre soin de soi, on va d'abord parler du prendre soin de soi parce que c'est un problème très important de nos jours. Il y a dans prendre soin de soi quelque chose dont on parle beaucoup, l'estime de soi, se faire confiance, etc. Et qu'on peut comprendre comme une base nécessaire. Une base nécessaire à la rencontre avec l'autre. Parce qu'autrement, l'estime de soi, la confiance en soi, le travail sur soi, c'est une nouvelle forme d'égoïsme. Si l'autre n'apparaît pas dans notre conscience, si ce n'est pas une préparation pour quelque chose qui est la rencontre avec l'autre, eh bien c'est une perversion. Donc il faut bien entendre déjà ça. Alors après, si on revient dans le cadre de la préparation à l'accouchement, à la naissance et à l'accouchement, on pourrait dire, et dans le but de ce deuxième trimestre, c'est en effet se préparer, être prêt, et savoir bien s'occuper de soi, bien prendre soin de soi, pour s'occuper de l'autre. Et c'est ça qui est très important. Et dedans, il va y avoir bien évidemment savoir s'occuper de son corps. Le corps est quand même l'endroit où va se construire la vie. Si on ne respecte pas déjà ce corps, est-ce qu'on respecte le contenu de ce corps qui est ce bébé? Donc il y a déjà quelque chose qui est de la bientraitance à bien s'occuper de son corps. À travers l'alimentation, à travers l'activité physique, à travers les rythmes, action, repos, etc. qu'on va voir dans les suites. Durant toute la grossesse, mais plus particulièrement au deuxième trimestre, il est important de s'occuper de la santé de la femme. Donc pour elle, pour l'enfant, que peut-on dire au sujet de cette considération pour la santé? Alors c'est sûr que le corps, c'est ce qui porte l'enfant. C'est ce qui nourrit l'enfant. Et donc prendre soin de son corps, c'est à travers son propre corps, prendre soin du corps de l'enfant, ce qui est donc déjà de la bientraitance. Et donc cette attention à soi, c'est déjà de l'altruisme. C'est déjà donc quelque chose qui tient compte de soi et de l'autre. De plus, le corps, c'est ce qui va permettre justement de faire passer cet amour. L'amour passe à travers les yeux d'amour, les mots d'amour et les caresses. Et donc, plus cet outil qui est notre corps est en bon état, en bonne santé, en bonne forme, plus il peut donner cet amour, puisqu'on a dit depuis le début que cette préparation, c'était apprendre à renforcer l'amour.
Donc de ce point de vue-là, la façon dont on s'occupe de la bonne santé du corps, c'est déjà une première étape d'en prendre soin de soi et prendre soin de l'enfant. Alors, les femmes, elles aiment bien faire du sport, hein. Quand elles font du sport un peu avant leur grossesse, elles aiment bien continuer derrière une activité physique. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a des activités qu'on ne peut plus faire, on les fait différemment, parce que le corps nous amène à ça, mais certainement pas que le corps. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces activités physiques, ce sport autour de la femme enceinte du deuxième trimestre? Alors, il y a deux pièges dans le sport, hein. Un qui est l'idée qu'on se fait habituellement du sport, c'est que il faut forcer, on va jusqu'à la maltraitance du corps. On voit bien dans certaines régions très très sportives où les enfants sont abîmés. Et puis l'autre idée, c'est que la femme enceinte est fragile et que du coup, il faudrait qu'elle soit dans un cocon et qu'elle puisse rien faire. En fait, la chose qui me paraît le plus juste, c'est que la femme est très solide. C'est un être très, très puissant, très solide. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller au-delà de la résistance du corps. Et justement, pour des raisons physiologiques, le corps a plus de laxité au niveau ligamentaire, une plus grande sensibilité, je préfère dire, que fragilité. Et donc je dirais qu'elle peut faire du sport, elle doit faire du sport, mais de façon raisonnable, mais engagée. C'est-à-dire que ni elle n'est faible, ni elle n'est invulnérable. Et en fait, est-ce que ce n'est pas la chose qui serait vraie pour tout le monde? Nous devrions tous ne jamais aller au-delà de nos forces, mais avec raison et avec engagement quand même. Voilà. Et à ce moment-là, eh ben, en effet, le corps va être en bonne forme, parce qu'au moment de la naissance, de l'accouchement, il y aura des choses à faire. Il va être le bon véhicule pour donner de l'amour à l'enfant. Pardon. En ce deuxième trimestre, la femme est particulièrement belle, ses formes sont généreuses et on peut parler du corps plaisir. Alors, c'est vrai que on a vu depuis le début dans ce deuxième trimestre qu'il y a quelque chose qui veut goûter l'instant, qui veut être dans le plaisir, et que le plaisir passe aussi par le corps. Et puis, j'allais dire, on sait tous qu'un massage, ça fait du bien, que ce soit le massage par un professionnel, ou par le conjoint, ou par un ami, etc. Et que, voilà. En plus, ce massage, il permet de détendre certaines tensions, même parce c'est pas parce qu'on est au deuxième trimestre que tout est parfait, hein, non plus, il ne faut pas idéaliser. Et en plus, ça peut préparer aussi à l'accouchement, parce qu'à l'accouchement, il y aura besoin d'un accompagnement du corps, et que donc déjà, il y a quelque chose qui, rien qu'au niveau physique, prenne contact entre l'homme et sa partenaire, et soit dans le massage, c'est bon pour les deux. En plus, c'est vrai que quand c'est à l'intérieur du couple, quand ce massage se fait à l'intérieur du couple, ça peut glisser sur la sexualité, et que la sexualité s'épanouit vraiment, d'ailleurs, dans le deuxième trimestre, on peut le dire. Il y a quelque chose qui aussi là, et du côté du plaisir et du côté de la sensualité. Donc le corps plaisir, comme tu le disais, c'est en effet tout à fait le moment dans le deuxième trimestre. Et d'ailleurs, ça me permet de dire qu'il y a une idée assez fausse par rapport à la sexualité, c'est qu'on a peur que ça fasse mal à l'enfant, on pense que ça va donner des contractions, on pense plein de mauvaises choses sur la sexualité et la grossesse, et c'est faux. Et puis ce que tu disais tout à l'heure, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ce deuxième trimestre il est quand même tourné vers le présent, vers l'ici maintenant, et la sexualité, une sexualité épanouie, c'est aussi ça, c'est ici maintenant, Ouais, c'est très lié en fait, Ouais, comme si il y avait une espèce d'ingrédient juste pour tout. C'est bien ce que tu soulignes. Au moment du plaisir sexuel, on est totalement dans l'ici et maintenant. Et oui. On ne peut pas se dire, on ne peut pas penser à autre chose. Si on pense à autre chose, le plaisir disparaît. C'est-à-dire qu'on oublie le temps, on oublie l'espace, on oublie même son propre nom, dans une espèce de communion physique et même psychique, qui fait qu'on est totalement dans l'ici et maintenant, qui est comme par hasard l'instant du plaisir. Donc on est pile poil dans le deuxième trimestre, dans la sexualité, dans l'axe de ce deuxième trimestre. On plaisante fréquemment avec l'envie de fraises en décembre de la femme enceinte. Beaucoup de femmes signalent une modification de leur goût, une modification des odeurs. Éventuellement, elles les trouvent même insupportables. Qu'en est-il de ces changements pendant la grossesse ? C'est vrai que l'alimentation est tout à fait passionnante dans la grossesse, parce qu'il va y avoir des choses qui se présentent qui devraient vraiment nous étonner. Par exemple, comme tu l'as dit,
la modification des goûts alimentaires. Et on sait très bien qu'au cours de la grossesse, la femme enceinte, souvent, n'a plus les mêmes goûts qu'elle avait avant. Il y a des choses qu'elle aimait avant qu'elle n'aime plus, des choses qu'elle n'aimait pas qu'elle aime dans la grossesse, pendant la grossesse. Et après la grossesse, elle va retrouver ses anciens goûts, ce qui est assez incroyable. Surtout quand on sait comment les goûts sont construits par notre histoire personnelle, de ce qu'on a mangé quand on était enfant, de ce qu'on a aimé, etc. Quand on sait à quel point nos goûts, ils évoluent lentement, que cette évolution se fasse aussi brutalement, pose beaucoup de questions intéressantes et passionnantes. Peut-être, comme hypothèse, c'est que ce premier trimestre qui a un peu apaisé le passé fait que ce passé, puisque c'est le passé qui impulse nos goûts, agit moins et que donc il y aurait une plus grande liberté. Mais il y a aussi le fait qu'il y a cet enfant à l'intérieur de ce ventre et que cet enfant, en même temps, il est en communion, en symbiose avec cette femme, et en même temps, il est un petit peu autre. Et que peut-être cet autre interfère avec cette femme, avec ce corps, que ces deux interférences font qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans les goûts. Alors, du coup, c'est vrai que si cette femme ne tient pas compte de cette modification des goûts, eh bien, elle va risquer de manger des choses qu'elle n'aime pas et mal digérer. Ça, c'est une première chose pour l'alimentation. La deuxième, c'est que le ralentissement physiologique, le ralentissement naturel de la digestion fait que si on mange trop souvent, eh bien, on va mal digérer. L'alimentation ralentie nécessite plus de temps et que donc on ne peut pas manger ni au même moment, souvent, ni autant. Parce que étant ralenti, il faut manger moins. Et donc, ça va dépendre bien sûr des femmes, ça va dépendre des circonstances, mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle doit être attentive à ce qu'elle aime, où est-ce qu'elle en est de sa digestion, et globalement, ça veut dire qu'elle ne peut plus manger par habitude, comme elle fait d'habitude, mais qu'elle doit être en même temps consciente de où est-ce qu'elle en est et qu'est-ce qui est bon pour elle. Et ce n'est pas du caprice, c'est de l'adaptation. Et cette adaptation, on en aura beaucoup besoin dans le postnatal, quand l'enfant réveillera à n'importe quelle heure, quand il aura besoin de manger alors que la femme a faim, etc. Il va falloir qu'elle régule tout ça en plus avec l'enfant. Donc qu'elle ait une attention à elle-même, une présence à elle qui fait qu'elle sait où est-ce qu'elle en est et ce dont elle a besoin est capital. Et l'alimentation pousse à ça dans le deuxième trimestre. Je pense que nous recevons des informations qui nous viennent de toutes parts, de l'extérieur, et pour la femme enceinte, il en est de même. Est-ce qu'il est particulièrement important pour elle de soigner ces informations extérieures? Alors, complètement, ça c'est absolument capital. Moi j'aime bien comparer l'information à l'alimentation. Ce qu'on mange va nourrir notre corps, mais tout ce qu'on ingère comme information va nourrir notre psychisme. Et de ce côté-là, il est très important que la femme enceinte discerne ce qui est bon comme information qui lui arrive et ce qui est mauvais. Il y a des informations qui sont toxiques. Or ça, c'est une très mauvaise information qui fait beaucoup de mal à la vie intérieure. On sait très bien que quand on a vu un film violent, quelquefois les images nous poursuivent plusieurs jours. Ça, c'est tout à fait toxique pour une femme enceinte, pour tout le monde, mais pour une femme enceinte particulièrement. Et donc, elle doit en effet gérer, comme pour l'alimentation, les informations qu'elle ingère, si je puis dire, dans son psychisme. Et comme on le disait à l'instant, toutes les informations qui viennent de la vie, de l'origine de la vie, tout ce qui est passionnant, tout ce qui est explications qui vont apaiser son être dans des questions personnelles ou dans des questions sur la vie, sont très importantes comme informations. Donc ça, c'est les informations qui arrivent par l'extérieur. Il y a les informations qui viennent aussi du corps. C'est-à-dire que le corps, eh bien, de plus en plus, on en a parlé un petit peu du corps, le corps de plus en plus il donne des informations et on doit tenir compte de ces informations. On doit être de plus en plus sensible, la femme enceinte devrait être très sensible à ces informations. Parce que plus elle est sensible à ces informations, plus elle peut agir rapidement sur ces informations qui lui arrivent et trouver du juste, et mieux elle sera avec elle-même et mieux elle sera avec l'enfant. Je vais juste faire une toute petite digression. C'est qu'on sait très bien que quand on est épuisé et affamé, on n'est pas disponible. Ça, ce sont deux besoins fondamentaux. Et que donc, prendre soin de soi dans le but de s'occuper de l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire. Prendre soin de soi que pour soi, c'est de l'égoïsme. Donc il y a là quelque chose qui se ressemble extérieurement, dans prendre soin de soi, et quelque chose qui a un but totalement différent et qui finalement intérieurement ne correspond pas du tout à la même chose. On entend souvent parler du mot rêverie de la femme enceinte. Moi, personnellement, je me rappelle de cette étape où on est un petit peu ailleurs, quoi. On est un peu dans nos rêves,
on est un peu coupé hein, de la réalité et c'est quelquefois pas très bien perçu ou pas compris en tout cas. Et c'est un état qui est quand même très, très agréable. Qu'est-ce que tu peux dire toi sur cette rêverie de femme enceinte? Ben, je crois qu'en fait, cette rêverie, elle vient justement de cet état de plénitude, de tranquillité, de paix. Cette rêverie, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui arrive à la conscience et qui est de l'ordre de l'élan, de quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Et là, c'est un petit peu, comment dire, c'est compréhensible parce que vu qu'il y a la vie qui se construit à l'intérieur d'elle-même, il y a des rêveries qui vont avoir lieu en lien avec cette construction. Il y a plein d'informations qui viennent de la vie intérieure. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on avait mis à la disposition des femmes beaucoup de livres qui parlaient de la vie, de l'origine de la vie, du cosmos, de l'univers, parce qu'elles étaient intéressées par ça. Il y a toute une partie de leur vie intérieure qui remonte et qui s'intéresse à la vie dans son ensemble, parce que la vie, vraisemblablement, se construit dans leur corps. Bien sûr, c'est une information, c'est pas la seule qui monte, il y a d'autres informations qui montent, mais celle-là, elle est capitale à prendre en compte, parce qu'elle met de l'ordre, elle va mettre de l'ordre dans leur perception des choses. Et comment ne pas être passionné par la vie, par l'organisation générale de la vie, quand on construit la vie à l'intérieur de son ventre? Comment est-ce qu'on pourrait trouver la vie triste, moche et inintéressante en donnant la vie à un enfant? On serait dans une contradiction. Donc on parlait de l'importance d'avoir une vie de qualité et on disait que c'était justement pas forcément de gros événements mais une succession de petits événements et qu'il fallait être très sensible à ce qui se passe à chaque instant de notre vie. Quels sont les enjeux de cette phase-là de bien vivre chaque instant présent? C'est vrai que le plus important à comprendre, c'est que ce que tu viens de dire, hein, c'est que ce qui fait la qualité de la vie, c'est tous ces instants quotidiens. C'est ça qui fait. Je pense que ce qui va faire le vrai lien, c'est ça. Après, il y a bien sûr des éléments exceptionnels, soit dans le plaisir, soit quelquefois dans les douleurs, mais ça va être très important comme tissu général de notre vie. Et en fait, ça interroge donc la qualité, comme tu le disais, la qualité de la vie quotidienne, et ça s'appuie en particulier sur ce que Maslow a appelé les besoins, c'est-à-dire la satisfaction des besoins. Pour être en équilibre, pour être bien dans sa vie, donc bien avec soi, bien avec les autres, et bien sûr bien avec l'enfant, il faut être dans un espèce d'équilibre, et donc une connaissance de ses propres besoins, une attention à soi, de ses propres besoins, et respecter ses propres besoins pour que les différents niveaux de notre être soient équilibrés. Et Maslow avait découpé ces besoins en plusieurs étapes. La première étape, c'était les besoins fondamentaux, c'est-à-dire respirer, manger, dormir, etc. Il y avait les besoins de sécurité, c'est-à-dire avoir une maison où on sait où on va coucher, qu'on se dorme au chaud, voilà. Les besoins aussi de se sentir d'appartenance à une famille, d'appartenance à un groupe, voilà. Je crois que j'ai dû en oublier un, d'ailleurs. Avant, c'était... Et après, il y a l'estime de soi, ouais, l'estime de soi, c'est-à-dire, alors, l'estime de soi, en se méfiant du côté qui peut être égoïste et qui peut tourner que sur soi, mais l'estime de soi, c'est le sentiment que on a un rôle à jouer en tant que parent et on assume ce rôle, voilà. Et puis il y a surtout le dernier niveau, celui que je voudrais vraiment développer, c'est celui qu'on appelle celui de la transcendance, du dépassement de soi, de la transcendance, c'est-à-dire que c'est le problème que les philosophes antiques s'étaient posés avec la question qu'est-ce que c'est avoir une bonne vie? Et donc j'étais à peu près tombés tous d'accord sur ce qu'ils appelaient cultiver les vertus. Alors je sais bien que de nos jours, on est dans une société très passive où tout effort sur soi paraît un peu inutile, alors que se poser fondamentalement la question de c'est quoi avoir une vraie vie, une bonne vie, c'est quoi faire évoluer l'être que nous sommes vers quelque chose de plus grand, c'est extrêmement important parce que ça pose donc cette question de la transcendance, de ce qui est au-delà de nous. Et ça va être très important parce que justement, construire un enfant et donner vie à un enfant, c'est déjà au-delà de nous. On sait très bien par la phylogénèse que l'enchaînement de l'évolution des espèces fait qu'il y a toujours un au-delà et que cet au-delà est déjà un début de transcendance par rapport à un autre au-delà. Donc toute la question de cette transcendance, elle est essentielle. Donc
tu parlais du besoin d'accomplissement. Qu'est-ce que c'est finalement le besoin d'accomplissement? Alors, le besoin d'accomplissement, c'est au niveau personnel ce qui est la transcendance au niveau général. C'est-à-dire que c'est le pas personnel par rapport à cette transcendance qui veut juste dire que c'est au-delà de nous. Et ça, la phylogénèse le dit, nous sommes à un endroit et nous allons plus loin que ça. Et donc cet accomplissement, c'est une question essentielle que tous les humains devraient se poser. Et hélas, souvent, ils oublient de se la poser ou ils n'osent plus se la poser pour différentes raisons. D'abord pour des raisons qui sont liées à des douleurs personnelles. Et puis, quelquefois, il y a une perte d'espoir. J'ai beaucoup constaté ça dans le travail que j'ai fait. Quelque chose qui n'arrive plus à croire à ses rêves, qui abandonne ses rêves. C'est comme s'il y avait dans notre cœur des rêves et notre intelligence qui nous disait « tu n'y as pas droit ». Parce qu'il faut que tu t'occupes de gagner de l'argent. L'argument de l'intellect, c'est nous amener plein d'embûches pour ne pas laisser la parole au cœur. Et c'est ça qui est un vrai problème, c'est qu'il faudrait réécouter son cœur, parce que dedans, il y a le besoin de comprendre la transcendance, qui est l'origine de l'univers, son organisation et notre place dans cet univers. Ce qui revient à l'accomplissement de sa vie. C'est-à-dire que tout ça, c'est une seule chose. Et que se poser cette question, pour Maslow, puisqu'on parlait de Maslow, c'est le plus haut sommet des besoins. Il appelait ça les besoins. Donc, depuis tout à l'heure, on parle d'améliorer son quotidien, d'avoir une vie de qualité. Qu'est-ce que tu préconises pour justement avoir une vie de qualité? Alors, il y a deux choses. C'est d'abord respecter ses besoins. Mais pour respecter ses besoins, il faut déjà développer quelque chose, c'est savoir regarder en soi. Et c'est l'outil qu'on propose, nous, dans cette préparation à l'accouchement. C'est quel outil on a pour regarder en soi, pour savoir où est-ce qu'on en est de ses besoins. Et on a développé pour ça je me suis rendu compte que d'autres personnes avaient développé ça, d'ailleurs, dans d'autres lieux, qu'on a appelé la météorologie intérieure, la météo intérieure. Et la météo intérieure, elle va donc être un outil qu'on utilise tous, en tout cas nous ici, et qu'on propose au couple pour essayer justement de faire ce retournement vers soi, pour voir où est-ce qu'on en est, et du coup, à ce moment-là, pouvoir faire quelque chose sur cette constatation. Cette météo intérieure, elle a un avantage, c'est de nous rendre conscients de qui nous sommes dans cet ici et maintenant. Pourquoi? Parce que nous pouvons être préoccupés, nous pouvons être joyeux, il y a différents états. Et donc il y a trois axes principaux. L'axe du corps, comment je vais dans mon corps. Donc je dirais que la météo intérieure, ça va très vite. C'est comment je vais dans mon corps, comment je vais dans mes pensées et comment je vais dans mon cœur. Comment je vais dans mon corps? Soit il est en bonne santé, déjà c'est pas mal. Est-ce que je suis bien installé là sur cette chaise? Si je vois que je ne suis pas bien installé, je pourrais peut-être faire quelque chose pour être mieux installé. Donc c'est déjà attention à son corps. Éventuellement, ça peut déboucher sur j'ai une maladie, il faudrait que j'aille voir le médecin, j'ai des rendez-vous. Donc voilà, un petit coup d'œil sur son corps, et il ne faut pas se prendre la tête. C'est la première chose qui vient qu'on prend. On n'en prend pas 50. Et on s'occupe juste de celle-là. La deuxième chose, c'est par rapport à nos pensées. Et par rapport à nos pensées, on va voir qu'on a des pensées, souvent l'humain a des pensées qui tournent un peu en rond, donc on peut avoir des pensées plus ou moins douloureuses, plus ou moins inutiles. Il faut déjà, si on a des pensées douloureuses, avoir de la tendresse pour ces pensées. Parce que si on rajoute sur des pensées douloureuses de la douleur en jugeant et en disant du mal, on ne va rien obtenir. Donc il faut déjà aborder ça avec douceur. Ces pensées, elles peuvent être très profondes. On va retrouver ce qu'on a déjà vu au premier trimestre. Donc si par hasard il y en avait, il faut se référer à ce qu'on a vu au premier trimestre, comment on traite les pensées douloureuses, comment on s'en occupe, etc. Et puis si elles sont joyeuses, il faut profiter de la joie, parce qu'on peut avoir des pensées joyeuses, on peut être dynamique, on peut être dans un élan, comme on disait, dans un dépassement, etc. Et ça, il faut juste en profiter, quoi. Il n'y a rien à faire de plus. Et puis il y a l'histoire du cœur. Alors le cœur, ça c'est plus délicat, parce que quand on dit écouter son cœur, souvent ça reste un peu flou, on mélange entre les émotions, les sentiments, tout ça, donc c'est un apprentissage et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible dans cette préparation à l'accouchement et dans tout ce qu'on propose, c'est apprendre à percevoir les choses depuis le cœur. Et le cœur, c'est donc l'amour, et donc notre amour, alors on peut avoir des références quand même précises, c'est comment je vais dans mon amour avec les gens qui sont autour de moi,
En tant que père et fils, c'est intéressant de se poser la question. Comment je vais dans mes amours envers mon fils Manuel, comment Manuel a ses amours envers son père, et puis envers ses partenaires amoureux, envers ses parents, etc., etc. Donc, comment je vais dans mes amours? Et là aussi, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on peut se dire, bon, ben, comment je vais faire pour essayer de trouver une solution? Et le cœur va répondre. Il y a toujours des solutions. Donc, c'est-à-dire que cette météo, c'est une constatation de où j'en suis dans mon corps, comment va mon corps, comment vont mes pensées, comment va mon cœur, et qu'est-ce que je peux faire? Et je peux toujours faire quelque chose pour que le corps aille mieux, rien que le repositionner là, si je suis dans une position difficile, là je résume. 2, les pensées, c'est s'occuper des pensées douloureuses pour essayer de leur trouver une solution, référence premier trimestre. Et tout ce qui est du cœur, c'est soigner son cœur, parce qu'il faut d'abord soigner ce qu'on a sur le cœur pour avoir accès à ce qu'on a dans le cœur. On a, de la même façon qu'on a des pensées joyeuses et des pensées douloureuses, on a un cœur joyeux ou un cœur douloureux. C'est pas le même et il faut s'occuper de l'un et l'autre. Si on a la chance de tomber sur un cœur joyeux, c'est ce que j'appelle les élans, les enthousiasmes, et il faut l'écouter parce qu'il est en train de nous dire quelque chose qui est justement de l'ordre de la transcendance, justement de l'ordre de l'accomplissement. Le cœur est fait pour l'accomplissement et la transcendance. Et il faut savoir l'écouter. Je pense que c'est un point très important ce que tu dis, parce que justement dans un monde où on fait que courir, où on se met beaucoup de choses dans nos programmes, il ne s'agit pas de se rajouter quelque chose, mais finalement d'utiliser, alors on peut l'appeler exercice outil, on pourrait même trouver un autre mot, pour vraiment avoir un élan d'amour envers soi-même, parce que finalement se prendre 2 minutes pour se demander comment je me sens dans mon corps, dans mes pensées et dans mon cœur, c'est de l'amour envers soi-même pour être complètement disponible, pour donner de l'amour autour de soi. Et en plus, on y gagne énormément très rapidement parce qu'on y gagne en énergie. Parce que toute l'énergie, inconsciente qui tourne en nous, elle consomme énormément d'énergie. On dit toujours qu'on est pris par 1000 choses, mais en fait, on est pris surtout par cette vie intérieure qui consomme de l'énergie pour rien. Et faire de la météo, ça baisse déjà cette consommation. Et donc, ça nous rend beaucoup plus aptes à l'instant présent, c'est ce qu'on dit depuis le début, et beaucoup plus détendus et beaucoup plus économes en énergie. Voilà. Lors de mes consultations, mes patientes m'ont fait part d'une multitude de besoins qui sont très abondants, très divers, très variés, qui se télescopent et dans lesquels elles ont du mal à mettre de l'ordre. Comment peut-on mettre de l'ordre dans tous ces besoins ? Alors, moi justement, je me suis posé cette question parce que je trouvais que déjà en moi-même, et comme pour toi dans les patientes, c'était un peu compliqué. Et en fait, moi j'ai découpé ça en 3 catégories. La catégorie de ce qu'on appelle les besoins, tels que peut-être Maslow aussi en a parlé, mais les besoins pour moi, c'est ce qui est tourné vers soi, ce qui est nécessaire pour soi. Après, il y a les obligations, c'est plutôt ce qu'on a pris comme engagement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de son conjoint. Et puis les élans, c'est vraiment ce qui nous pousse plus loin, c'est ce qui est dans le cœur et qui nous pousse à vivre plus intensément, plus loin que la vie qu'on a aujourd'hui. Alors, si on reprend ça étape par étape, on va dire que les besoins, donc ils sont tournés vers nous-mêmes, et ils sont de plusieurs catégories. Il y a les besoins fondamentaux, dont parle Maslow, manger, dormir, etc. Puis il y a les besoins de sport, les besoins de vacances, les besoins de s'amuser, les besoins de lire, etc. Il y a un certain nombre de besoins personnels. Et donc c'est important de les identifier et d'équilibrer ces besoins. Les besoins de l'enfant, ça, c'est extrêmement important de se pencher dessus et d'essayer de comprendre quels sont ses vrais besoins. Parce qu'il y a, de ce point de vue-là, de nos jours, une grande dérive. C'est qu'on ne sait pas bien qui est l'enfant, on ne sait pas bien de quoi il a vraiment besoin dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence, de quoi il a besoin dans la naissance, ce serait déjà une bonne question. Et du coup, on s'imagine, parce qu'on ne s'est pas posé devant, qu'il a besoin de beaucoup de choses, de beaucoup. Alors, on est tombé dans une espèce de défaut majeur qui est que on pense que en achetant des poussettes très chères, en achetant des cadeaux très chers, en faisant des Noëls somptueux, on donne de l'amour. C'est pas ça donner de l'amour. Donner de l'amour, c'est donner à l'enfant ce dont il a besoin pour comprendre le monde, agir sur le monde, avoir de la joie dans le monde et développer
sa personnalité, son individualité, sa participation au monde. C'est ça. Après, il y a les obligations. Les obligations, le problème des obligations, c'est que souvent on n'a pas réfléchi avant de faire les choses. Et donc on s'est lancé, on a pris des engagements et on n'a pas mesuré ces engagements. On ne s'est pas posé pour réfléchir, pour se mettre en face et pour peser les choses. Alors ça fait que dans ces cas-là, eh bien on va mal vivre ça. On va le vivre comme un esclave qui est obligé de faire des choses. Alors on va râler, ça va nous éteindre intérieurement, ça va nous crisper intérieurement, ça va nous faire souffrir. Alors qu'en fait, il s'agit de responsabilités qu'on a prises. Et gérer royalement les responsabilités, c'est justement les assumer. Personne ne nous a imposé les choses, on les a choisies. Et donc, les responsabilités, donc, elles sont au-delà de nous, elles sont en lien avec tout le monde qui nous entoure, les humains qui nous entourent, mais la façon dont on les gère est différente. Nous venons de parler des obligations. Que se passe-t-il lorsqu'on gère mal ces obligations ? Alors, ah oui, c'est très intéressant. Oui. Alors, si on sait mal les gérer, si on ne les assume pas, eh bien, ça va créer un certain nombre de dysfonctionnements pour soi-même. C'est-à-dire que si on n'assume pas de payer ses impôts, eh ben, on a des difficultés très rapidement. Si on n'amène pas ses enfants à l'école, s'il y a un certain nombre de choses qu'on n'assume pas, au travail, etc., si on n'assume pas les obligations, on se met en marge de la société. On se met en marge des gens qu'on dit aimer, on se met en marge. Donc, justement, cette gestion des obligations, elle nous met en paix avec le monde qui nous entoure, les humains qui nous entourent. Est-ce que s'occuper de ces élans a une importance et une influence sur les deux autres catégories, sur les obligations et sur les besoins ? Alors les élans, c'est vraiment ce qui est pour notre avenir au sens joyeux, au sens dynamique, au sens accomplissement, comme on le disait. Mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Et donc ces élans, il faut vraiment apprendre à les écouter, apprendre à les traduire et à les faire, c'est-à-dire à les suivre. Et le problème qu'il y a, c'est que l'intelligence, elle devrait être au service des élans. L'intelligence devrait être capable d'envoyer des questions au cœur, mais pas de lui dire c'est impossible. Et ça, c'est un problème fondamental de nos jours, c'est que beaucoup d'humains pensent que les élans, il faut laisser tomber, la vie est dure, il faut y aller, etc., etc. Comment peut-on résumer ce deuxième trimestre de grossesse ? Alors la première chose, c'est que c'est l'instant présent. Tout le focus est mis sur l'instant présent. Comment bien vivre l'instant présent. Et si on vit bien l'instant présent, c'est une façon de tisser avec l'enfant des liens d'amour. Cet instant présent, il faut d'abord savoir qui est là dans cet instant présent. Et la météo intérieure qu'on a développée permet d'accéder à ce qui je suis dans cet instant, en relation plus tard avec cet enfant quand il sera né, à travers comment va mon corps, comment vont mes pensées, comment va mon cœur. Et donc, en renforçant ce lien avec l'enfant grâce à cette météo, on est dans l'amour, on est dans le but du deuxième trimestre.